Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives ou la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast cinéma. On est très heureux en plus de vous retrouver en version filmée sur YouTube, en audio sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Comme chaque mercredi, il est l'heure de... Eh ben non, on est vendredi. Comme chaque vendredi. Ça commence bien. Yes. Il est l'heure de l'interview et pour fêter justement les 1 an de Clapement 5, on n'a pas un mais 2 invités. Tout d'abord, nous retrouvons celle qui était la première invitée de Clapement 5 il y a 1 an. Elle revient pour fêter avec nous cet anniversaire. C'est la comédienne et vidéaste Lou Howard. Ça va, Lou? Bonjour, oui ça va super. Merci d'être de retour 1 an plus tard. Ça fait plaisir. T'étais la toute première à venir sur ce plateau. C'était trop bien. Et on est ravis de te retrouver. Ravi aussi. Et avec toi, nous avons un vidéaste cinéma, voilà, qui est très connu sur YouTube. Il a une chaîne YouTube qui a plus de 300 000 abonnés. Je sais pas si la liaison est correcte ou pas. C'est pas grave. 300 000 abonnés, il n'y a pas de S. C'est validé. C'est validé, super. 300 000 t'abonnés, je pense que c'est correct. Très bien. Il anime aussi un podcast sur le cinéma qui s'appelle Parlons Cinéma. Pardon. Pardon, Parlons cinéma. Aurélien est bourré. Non, mais c'est marrant parce que Pardon le cinéma, c'est la contrepétrie de Parlons de cinéma. Et voilà. Ah. Et c'est pour ça, moi j'ai tout. Il a fait la blague d'ailleurs. Moi, Il a j'ai- fait exprès. voilà, hein. c'était une blague volontaire. Avec mes auteurs, on a écrit ça pendant des. Le mec est tout seul. C'est de cet anniversaire quand on Il y a 1 minute d'émission, c'est déjà foutu. Il a créé aussi sa première série audio intitulée L'Employé avec Raphaël Personnaz, Virginie Ledoyen, Finnegan Oldfield ou encore justement Lou Howard. Eh oui, quel hasard. Mais quelle folie de vous recevoir tous les deux. merveille. Merci. Oui, je t'ai pas présenté. Victor Bonnefoy, alias In the Panda. Merci d'être avec nous. Merci à vous. de Ça va, tout le monde va bien? Ça va très Oui, bien, super. ça commence très très bien. J'ai très chaud. Sur les C'est la chapeaux, meilleure on va introduction manger, on va d'émission qu'il y a eu, je crois. Chaotique. Écoute, c'est pour fêter les 1 an, on se fait plaisir quoi. Bah oui. Mais on va se faire justement une petite discussion autour de l'employé et même du cinéma, tous ensemble, pour fêter un peu ces 1 an. Et je vais commencer C'est les avec... 1 an de l'employé aussi. C'est les 1 an de l'employé, ouais. Ah bah ça c'est fou. C'est fou, c'était calculé. Je sais pas quand sort l'émission. Elle sort le 14 octobre. Ah non, celle-là, la semaine d'après. Ça fera pile 1 an que l'employé est sorti. Oui. Eh, c'est très Ça fort. fera pile 1 an parce que je crois que c'était le 21 octobre, quelque chose comme ça. Eh bah ce sera quasiment Très ça. Ouais, Quasiment, c'est très fort. Félix, bon anniversaire. Bon anniversaire. Tout le monde. C'est Clapement Mon 5. dieu. J'arrête de faire ça. C'est la folie, c'est la folie. On va, Victor, première question pour toi. Je l'avais posée à Lou il y a 1 an, mais du coup je la pose à toi cette fois-ci. Comment est venue ta passion pour le cinéma? J'avais 2 ans. Et, il y a vraiment le truc trop long. Non. J'ai toujours eu du côté de ma mère plein de gens qui étaient très 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 passionnés de cinéma. Notamment déjà ma mère qui m'amenait énormément au cinéma quand j'étais gamin. J'allais déjà bien 2 à 3 fois par semaine au ciné. C'était un vrai budget. Et pour le coup, même ma grand-mère est une passionnée de cinéma. C'est elle par exemple qui m'a fait regarder pour la première fois Kill Bill, c'est elle qui m'a fait regarder pour la première fois, mon grand-père m'a fait regarder des westerns, etc. et tout. Donc du coup j'ai toujours eu une partie de ma famille très passionnée de cinéma, et moi de mon côté j'ai commencé le théâtre, j'avais 5 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait du théâtre de mes 5 à mes 18 ans. Et je crois qu'en fait il y a eu un moment au milieu de tout ça où avec mes potes on s'est dit on en a marre de jouer des textes qu'on nous impose en cours de théâtre, venez on se filme et on fait nos propres trucs. Donc j'ai commencé à 14 ans à faire des petits courts-métrages comme ça sur l'internet 2.0, sur le Dailymotion. Waouh. Ah ouais, non mais ça date, hein. Ça date, c'était il y a déjà 12 ans. Oh bordel, j'étais pas née. Ah d'accord, donc on dit vraiment pas ton âge, c'est ça. J'étais pas sûr. Mais résultat, voilà, et donc du coup, de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, putain, c'est trop bien, parce qu'en fait, sur Internet, on a la liberté de pouvoir à la fois faire le cinéma qu'on veut et parler du cinéma qu'on veut, et les deux se sont mêlés. Moi, j'avais pas calculé, c'était pas un truc. Moi, je me suis toujours dit, je vais être réalisateur-scénariste. Aujourd'hui, je suis réalisateur-scénariste, donc bravo. Mais je suis passé par des chemins que j'avais pas du tout calculé au milieu, quoi, vraiment. Et maintenant, je vais parler de cinéma sur l'internet. Ok, très bien, vas-y, fais-le. Faisons comme ça. Voilà, c'était un moyen comme un autre d'y accéder. Mais c'est un parcours qui est pas si différent, Lou, parce que toi aussi t'as fait tout des à fait. études de cinéma, puis Ouais. ensuite t'as ouvert ta chaîne YouTube. Ouais. Et puis pareil, pour arriver là où j'en suis, j'ai pas fait des chemins qui sont très classiques. Enfin, je me suis retrouvée à travailler très jeune. J'ai commencé à tourner enfant. J'ai commencé à faire du doublage enfant. Et en fait, très souvent. Que tu étais la voix dans là-haut de Ellie. Ellie, c'est ça. J'ai revu Enfant. là-haut la semaine dernière, C'est vrai. et du coup, en écoutant le truc, j'ai fait genre, ah, mais c'est vrai que c'est Mais c'est trop mignon.
Oui, je me souviendrai toujours de l'enregistrement où j'étais. En fait, comme il n'y a pas grand chose, j'étais venue. Et ensuite, j'ai demandé. Enfin, on m'a dit c'est fini. Et j'ai dit mais il se passe quoi après? Et la DA qui est Barbara Tissier, que j'embrasse, m'a dit tu veux voir ce qui se passe après? Bah vas-y, je vais te le mettre. Elle m'a mis la séquence trop triste en fait. Oh oui. Elle m'a dit allez, on lui montre. Et genre, j'ai vu ça et j'ai fait ah, d'accord, ok. Tu vois la petite fille que t'as doublée? Et ben elle est morte. Ah, super, merci. Je pleure. Génial. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux la première fois? C'était Oula, j'ai Attends. posé une question. Meuf, j'en sais rien. À Cannes. On s'est- Déjà- C'était à Cannes? Si, avec Marion. La première fois, c'était à Cannes avec Marion Séclin. Oui. Avec Marion Séclin. Alors oui, Ouais. alors, c'était mon premier Cannes, je crois. Ah bon oui. Ouais, je crois que c'était mon premier. Ouais. Toi, c'était ton 42e. Non, mais non, c'est mon premier aussi. Parce que toi, tu faisais Sisters avec Ouais, Marion à ce ouais, moment-là. ouais. Et moi, j'avais été invité par Netflix pour voir Okja de Bong Joon-ho à ce moment-là. Donc Ah, j'étais oui, c'est vrai. 4-5 jours à Cannes et je crois qu'on s'est croisés par là-bas. Comment ça s'est développé en Attends, peut-être comment ça s'est. relation de travail? Non, hein. non, je crois qu'en fait, genre, on a En fait, on a fait que se croiser partout ouais, tout le temps. on a dû se croiser plein de fois, peut-être à l'original, peut-être à des choses comme Oui. ça. Oui. Puis aux avant-premières de tout le monde. C'est ça, et donc du coup en fait ah non mais je crois que la première fois qu'on a vraiment parlé ensemble c'est quand t'as joué dans Harel 3 de Bruce. Oui. Ah Voilà, oui. c'est On ça. en avait parlé C'est l'année ça. dernière avec Ouais, Lucien Men et C'est Audrey ça. Pirot. Et du coup on s'est vachement parlé à ce moment-là. J'ai dit mais tu joues tellement bien meuf. Et on s'était déjà parlé par message et tout. Et résultat quand t'es arrivé certains projets et tout j'ai appelé Lou. Et Mais quel projet, point d'interrogation? Mais quel est ce projet? Non mais disons il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense que Lou est en grande partie responsable de l'existence de l'employé et que sans elle cette série n'existerait pas. Oh là là. Euh, Bon, fallait quand même quelqu'un pour l'écrire. Bon, voilà. Oui, non, c'est ça. Mais disons qu'en fait, il y a eu un moment où moi avec mon producteur qui s'appelle Eric Leray et que je salue, Qu'on embrasse. qu'on embrasse, Eric est une personne merveilleuse, en gros il me dit t'aurais pas une idée de série audio? On avait déjà fait un podcast sur Halloween, justement le film de Carpenter, on avait déjà fait un truc là-dessus, et il me dit t'aurais pas une idée d'un podcast de fiction, un truc un peu actuel qui nous permettrait de parler de thématiques ou quoi et tout? Si t'as une idée, fais-moi un petit pitch d'une page et reviens avec ça et on essaiera de voir si on peut démarcher des boîtes pour le faire. Et du coup, je suis revenu un mois après avec un pilote. C'est-à-dire que je suis pas revenu avec une page. Pas une page. C'est-à-dire qu'en gros, je suis rentré du Un rendez-vous. pilote, pour ceux qui connaissent pas, c'est le premier épisode en C'est soi. ça en fait. C'est-à-dire qu'en gros. Ce qu'on vend c'est- après. Exactement. Bah, en gros, je suis sorti du rendez-vous avec lui à midi. À 13h, je me suis mis à écrire l'épisode 1, qui est à 99% l'épisode 1 qui existe. À 16h, j'avais fini d'écrire l'épisode. Donc vraiment, je l'ai pondu en 3 heures le premier épisode parce que j'avais vraiment l'idée de ce que je voulais faire. À 17h, j'ai appelé Lou en lui disant dis-moi, j'ai un boulot pas payé qui consiste à toi qui viens demain chez moi Non, mais pour ouais. enregistrer dans mon salon le pilote d'une série audio qu'on essaiera un jour de vendre à une boîte. Et Lou a dit grave, je viens. Et je lui ai C'est dit, quoi l'adresse? non, mais le truc c'est que je lui ai dit vraiment genre là c'est pas payé mais je te promets que ça débouchera sur quelque chose qui marchera. Elle a eu confiance, elle est venue le lendemain, on a enregistré au milieu de mon salon où elle faisait le rôle de la manifestante qui a été repris par Garance Marié. Ah oui, d'accord. Ouais. Et moi je faisais le rôle de l'employé. Et on a enregistré ce truc là, je l'ai envoyé à un pote à Lyon pour le mixer. Et un mois après on est revenu avec ça. Et Eric a dit bah t'es un malade, je t'ai demandé une page, t'es revenu avec un épisode. Et du coup après c'est tombé à un moment en fait super intéressant où tu avais Spotify qui a fait une sorte d'appel à projet pour de la fiction en disant on recherche des projets de fiction, si vous en avez allez-y. Ils ont reçu 10 dossiers, dont le nôtre, et on était le seul dossier où il y avait un pilote. C'est-à-dire tous les autres dossiers, c'était des gens qui avaient écrit des dossiers ou quoi que ce soit. Et donc du coup, instinctivement, on a été le dossier qui les a le plus intéressés. Ils ont fait, contrairement à avoir juste du papier, là on a un truc qui est palpable. Donc on va produire cette série-là. Et on s'est retrouvé à être la première série de fiction en Europe produite par Spotify. Ouais. Génial. Rien que ça. Ce qui est plutôt stylé. Avec un casting incroyable, avec Ouais. donc Raphaël Personnaz, Virginie Ledoyen, Megan Oldfield et surtout Lou Howard Évidemment. dans le Bien rôle sûr. dans le rôle de la comment De réception. Réception. Je m'appelle Ah, tu réception. réceptionnes très bien. Oui, Michael. Je D'ailleurs- sens que oui. D'ailleurs, justement, une question par rapport à l'employé. C'était une des premières fois où vraiment tu devais diriger des acteurs, on va dire, Pro, oui. prestigieux, on va Ouais. dire. Et comment t'as fait? Quelle a été la méthode de travail? Oh, je me suis chié dessus. Non, globalement, j'avais déjà fait plein de courts-métrages. J'avais fait une série qui s'appelait Non-Movies, où c'était des gens parfois inconnus que je dirigeais, où je rencontrais les gens quelques jours avant de tourner avec eux. Mais là, il y avait une vraie dimension de c'est trop grand. C'est trop grand et c'est un peu stupide. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu ce truc-là. Ah ouais. Mais en fait, moi, j'ai fait toute l'écriture de la saison 1 de l'employé en me disant, de toute façon, ça se fera pas. Ah ouais. Mais vraiment, j'ai eu tout ce Ouais. processus de création de toute manière, ça se fera pas.
parce que c'est trop grand, c'est stupide. J'attends, moi, la première série européenne de Spotify avec tout ce qui... Mais non, arrêtons. Et puis petit à petit, quand même, tu commences à avoir des discussions avec ton prod où il te dit bah c'est bon, Thibaut de Montalembert, il est ok. Oh là là. Incroyable. Je l'adore. Et J'ai pas il est cité Thibaut de incroyable. Montalembert. je le vois vendredi prochain. Tu lui feras un bisou. Une Un merveille. bisou de notre part. Et pour le coup, il me dit ouais, Raph, je lui ai envoyé le scénar. Donc Raphaël personnage. Raph perso, comme on exactement. Désolé. On avait Raph, mais je dis Désolé. Je l'appelle Raph, excusez-moi. Quelle horreur. Mais du coup, ouais, je me rappelle qu'il a reçu le scénario le samedi. Il a dit là, je manque de temps. Je vous rappelle mardi dès que j'ai lu. Et en fait, il nous a rappelé le dimanche en disant je trouve ça formidable. Je veux être dedans. Il est super. Après avoir défoncé les Génial. 150 pages du scénario. Donc vraiment, j'étais là genre ok. Et donc du coup, on a enregistré ça dans un studio qui est dans le 5e. Et moi, j'étais terrifié. Je dormais pas. C'est-à-dire la semaine avant, je me chiais dessus, mais vraiment, ça me prenait. Et on me disait, bah de toute manière, là, en fait, il y a un premier truc qui m'a détendu, c'est qu'on a un des acteurs qui est Sadek, qui est aussi rappeur, etc., mais qui avait joué aussi dans Tour de France Tour de avec France, Depardieu. Et pour le coup, Sadek, on a eu des répètes avec lui. Parce que lui, en fait, il m'a dit, bah voilà, je sais que je suis pas l'acteur le plus prestigieux du casting et tout, donc je veux être à la hauteur. Donc on a fait pas mal de répètes avec lui et ça m'a permis déjà de me dire, ok, on désamorce quelque chose. Je peux le faire. C'est ça. Et sur le plan de travail, mon producteur a eu un coup de génie, c'est que le premier truc qu'on avait à tourner, c'était Raph Sadek, c'était le 5e épisode. Donc il y avait un truc en moi déjà d'un peu détendu, parce que je me disais, bah Sadek, on a répété ensemble, Raph, on a bu des coups ensemble déjà avant, il y a un truc simple. Mais le jour où il a fallu diriger Virginie Ledoyen, je t'avouerai que j'avais 15 minutes de trotte pour aller jusqu'au 5e arrondissement. Et pour moi, ça me servait de sas de décompression. Quand j'arrive au studio, je clique, c'est terminé. Et maintenant, il faut que j'ai la capacité de dire à Virginie Ledoyen, non, là, tu fais de la merde et tu vas faire comme j'ai dit. Est-ce qu'il a... Voilà, et ça, faut oser. Faut y aller, faut pas hésiter. Virginie, pas ouf. Non, mais c'est exactement ça, tu sais, au début, t'es un peu en réticence, et puis au bout d'un moment, bah, tu prends la confiance, mais faut pas trop la prendre, sinon tu deviens une merde humaine absolument détestable, en mode, je vais gueuler sur tout le monde ou quoi. Il faut que tu saches ce que tu veux, et que tu sois capable de l'expliquer correctement. Et moi, je me rappelle qu'à la première prise, je laissais toujours un peu de liberté, mais qu'il fallait qu'entre la première et la deuxième, je prenne les acteurs et que je leur dise, ça va pas, ça va pas, tu me le fais pas comme ça, tu me le fais comme ça, ça serait plus intéressant comme ça, ou quoi que ce soit. Et au final, j'ai pas trop réalisé. C'est-à-dire, moi, je réalisais le soir en rentrant chez moi. C'est-à-dire, je me posais dans mon canapé avec ma meuf, puis je la regardais, je lui disais, aujourd'hui, j'ai dit à machin que ce qu'il faisait, c'était pas bien et qu'il devait faire comme ça. Et elle me regardait, elle fait, t'es sérieux? Non, mais en plus, tu dis pas c'est pas bien. Enfin, Non, je dis jamais c'est pas bien. Faut jamais dire c'est pas Comment bien. est-ce qu'il dirige Victor? mal. Non, je rigole. Non, mais tu m'étonnes, mais j'ai disjoncté à un moment sur le plateau. Ouais, il y a un moment en fait où j'ai fait une crise d'angoisse sur le tournage. Ah, d'accord. Ah bon Ouais, J'étais là. Non, t'étais pas là. C'était Oui. justement le tournage avec Virginie Ledoyen. En fait, c'était une D'accord. sorte de grande pièce où il y avait une table au fond où ils enregistraient. Et moi, j'étais me sur souviens. un canapé au fond. Et en fait, pendant qu'ils jouaient, j'avais mon ordi et je mettais des croix sur ça, il faut le refaire comme ça c'est plus intéressant comme ça, ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a un moment où j'ai arrêté, j'ai regardé la table, puis j'ai arrêté de noter, et j'ai juste regardé Virginie Ledoyen et Raphaël Personnaz en train de jouer le texte que j'avais écrit. Et dans ma tête, il y a mon cœur qui a commencé à faire doum 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 doum. T'as eu la pression, ouais. C'est ça, et j'ai vraiment eu un truc. Ok, vite, on se reconcentre sur le travail, c'est juste terrifiant ce qui est en train de se passer. Genre, ils sont en train de jouer le truc que j'ai écrit tout seul en caleçon chez moi à 40 matin. Genre, c'est trop grand. Donc voilà, non, c'était juste fou. Mais du coup, je dirige génial. mal, c'est ça. Non, ce que j'aime bien dans ta manière de diriger et les trucs qui m'intéressent moi, c'est que, comme tu dis, en fait, tu reprends point par point l'action dans l'ordre. Il y a des gens, quand ils dirigent, ils vont plus te parler de manière abstraite et en ambiance. Par exemple, ils vont te dire, ton personnage là, il est un peu plus comme ci, comme ça. Toi, tu dis, alors, sur telle réplique, c'est ça. Sur telle réplique, c'est ça. Après, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et moi, ça m'aide beaucoup. Parce que, je sais pas, c'est parce que je fais de la musique ou quoi, mais moi, j'aime bien quand c'est un peu comme une partition. Parce qu'après, c'est là que je prends de la liberté, en fait. Du coup, moi, j'aime bien travailler comme ça. C'est l'avantage. Pour le coup, j'essaye aussi. Bonjour, je me jette des fleurs. Horrible. Mais non, j'essaye dans l'écriture de placer les virgules ou quoi, ce genre de choses comme des vraies pauses, des vraies symboliques en termes de jeu. Là, ça doit s'arrêter. Là, ça doit reprendre. Et justement. J'hésite pas justement à vraiment quand on fait des reprises à dire là tu vois cette virgule elle sert pas à rien, prends une vraie pause, prends le temps, dis cette phrase plus lentement, reviens là-dessus plus calmement. Donc voilà, c'est plus j'essaye un peu dans un truc musical et sur de l'audio c'est encore plus important. C'est ultra important quand il y a que de l'audio, bien sûr. C'est ultra important, il faut que ce soit ultra musical et si tu foires ça tu tombes dans du livre audio C'est ça. Et ce qui était difficile je trouve sur l'employé, le gros défi je trouve, c'était de sortir de la lecture.
En fait, C'est ça. c'était de sortir vraiment du truc où on a le texte sous les yeux, c'était d'être en contact avec le partenaire. Et puis comme toi, moi j'ai halluciné de jouer avec Raphaël, parce que j'avais beaucoup de scènes avec lui. J'avais une scène avec Virginie. Là aussi j'ai halluciné, mais c'était quand même hallucinant de se dire bon bah mon collègue de travail du jour, c'est Raphaël Personnaz. Ok. En plus, il est trop Non, chill. c'est génial. C'est génial. Il est super chill. Il Et disait de la c'était merde en super. permanence. Il jouait du piano à côté. Ouais, non, c'est trop drôle. Et sinon, il prenait la voix de Christian Clavier par instant aussi sur le tournage. Lou sait très bien faire ça aussi. Hein, la voiture, on a déjà vu. On a déjà eu des Oh mon dieu. preuves. Je vais pas le refaire, mais ok. Elsa avait une question. Mais je justement, cette histoire que tu as écrite à 4h du matin en caleçon, elle t'est venue comment, cette idée d'état totalitaire un peu En fait, à la toute base, le principe c'était il faut un truc qui soit en rapport avec de l'audio. Et donc du coup moi tout le problème que j'ai dans beaucoup de séries que j'ai écoutées en audio, et j'ai écouté énormément de séries, je viens justement de cette mouvance saga MP3 où il y avait le donjon de Nullbuck, où j'écoutais même des trucs un peu plus obscurs comme La Matruc, comme des choses comme ça, Reflet d'acide ou autre. Et en fait j'ai toujours eu du mal avec les scènes où il y a plein de personnages, parce que quand il y a trop de personnages c'est vite confus en fait, c'est vite confus. Il fallait un truc qui soit efficace et qui ait une allure, mine de rien. C'est toujours compliqué quand tu vas vendre à ce genre de boîte qui fait son premier projet, il faut que le premier projet soit bandant, tu vois. Il faut qu'il y ait vraiment cette impression de regardez, j'ai un high concept de ouf. Et donc du coup j'ai réfléchi à il faut qu'il soit que deux, de toute manière, un ou deux. Et s'ils sont deux, dans quelle situation on peut se retrouver avec deux personnages en confrontation? Et le premier truc que je me suis dit c'est une garde à vue. À partir du moment où t'es en garde à vue, t'as une personne qui t'interroge avec une personne qui te rentre dedans. Putain, la garde à vue c'est quand même un peu compliqué, mais j'adore les Fils de l'Homme de Cuaron, donc j'adore les mondes un peu dystopiques et tout. Donc prenons 8 thématiques qui sont des thématiques qui pour moi sont importantes actuellement et où je me dis que ça pourrait partir en couille plus tard, et poussons-le dans les extrêmes. Ça, la première, c'est qu'est-ce qui se passerait si les manifestations partaient vraiment en couille. C'était juste avant les gilets jaunes en plus. C'était avant Que t'as les écrit ça. j'ai écrit ça avant les gilets jaunes, donc c'est parti en couille depuis. Qu'est-ce qui se passerait si toutes les personnes anti-LGBT commençaient à être vraiment un peu plus vénères? Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce qui se passerait si on censurait l'éducation? Qu'est-ce qui se passerait si la religion devenait une religion d'État? Et en fait, j'ai juste pris des curseurs que j'ai poussés à bout, et pour ensuite créer des personnages hauts en couleur à qui il arrive des saloperies, quoi. Voilà. Michael. Alors pour venir peut-être sur Cannes, le cinéma, vos rencontres, je pose une question à vous deux. Quelle était selon vous votre personnalité préférée que vous avez pu rencontrer là pendant toute votre carrière? Oula, Attends, silence. Je vais reprendre j'ai fait une liste récemment pour lister tous les gens que j'ai Ah, interviewés. t'as trop raison de faire ça. Oui, mais- parce que mais- sur Toi, ta t'as sur ta interviewé des chaîne gens de YouTube, ouf. t'as Ouais. interviewé des personnalités Bah, incroyables. bah, De parler beaucoup, mais en j'en avais off, oublié plein en fait. J'en avais vraiment oublié plein, et Ah donc ouais. du coup j'ai refait la liste récemment. Peut-être que Lou, tu as déjà toi une idée. Mais c'est dans le cinéma, du coup. Dans le cinéma, dans les personnalités que tu as pu rencontrer D'accord. à Dans le travers ton Ma cinéma. travail. mère, très bien. Bah, moi ta je mère travaille dirais dans le cinéma. en ma plus. mère. C'est J'ai mignon, rencontré c'est ma mignon. mère. Non, je dirais vraiment Thibaut de Montalembert en premier. Ah ouais. Mais il est excellent. Incroyable. Vraiment. Ouais, J'étais hyper contente de le rencontrer. c'est une vraiment. crème. Il a une voix incroyable. Oui. Il a une Bah, c'est voix, la voix à la base, c'est la voix française de Hugh Grant. Ouais. Et avant d'être vraiment. Damn, c'est Oui. vrai. Et oui, c'est ça. Avant de devenir C'est vrai. Mathias dans 10%, il était la voix française de Hugh Grant, et c'est un mec qui est très 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 doublage, quoi. Ouais, c'est génial. Il est tellement merveilleux. Oui. Et sa femme aussi est tellement gentille. Ah, je l'ai pas rencontré. Mais si, elle était là à l'avant-première de l'employé. Bah, l'avant-première de l'employé, C'est- ouais. Je sais pas si je l'avais croisé. Et pour le coup, quand on était sur scène à l'avant-première, il y avait Ouais. sa femme qui était dans le public et qui le prenait en photo Moi sur scène. Et ils étaient trop choux. Ils étaient tellement choux. C'est grave chou. C'était trop mignon. Et pour toi, la femme de Thibaut de Montalembert. Non, alors dans les gens avec qui j'ai travaillé, je pense que Thibaut c'est une personne merveilleuse. En fait, j'ai eu de la chance sur tout le casting d'avoir des personnes merveilleuses, mais ouais, Thibaut est incroyable. Raph est une crème infinie. Alix Poisson Oui. est une personne merveilleuse, efficace, absolument dingue. Et dans les gens sinon que j'aurais interviewé, je pense que Bong Joon-ho, c'est une personne merveilleuse, vraiment. Il est d'une gentillesse, il est drôle, c'est une personne vraiment drôle et tendre. Et sinon, bah, j'ai interviewé pas mal de réalisateurs de films de genre, mine de rien. Et dans les gens qui m'ont fait marrer, je pense qu'il y a Pascal Logier qui est très bourru, qui est très énervé et tout. Pascal est rigolo à ce niveau-là. J'aime bien parler cinéma avec lui parce que ça part inévitablement au clash. mais c'est toujours génial. Vous deux. Ouais, bah t'imagines. La confrontation. Je me suis déjà retrouvé dans un bar avec lui après 2 ou 3 pintes. Et je peux te dire, il y avait une table où ça gueulait, c'était nous deux. Mais tu peux pas dire ça. Mais si, je peux le dire. J'aurais voulu être là. Ah non, Oh mon Dieu. c'était terrifiant. Elsa. Mais par rapport à YouTube, est-ce que ça permet une plus grande liberté d'expression en fait dans les choix de comment expliquer pour interviewer, pour discuter vraiment profondément cinéma par exemple ou C'est-à-dire, est-ce qu'on a une plus grande liberté dans Ouais, les c'est gens ça. qu'on peut interviewer? ouais. Non,
Pas du tout, parce qu'en fait, on est encore régi, mine de rien, par le système des attachés de presse traditionnels, etc. et tout. Il y a de plus en plus d'attachés presse web qui arrivent et qui s'y connaissent de mieux en mieux dans le digital, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer sur des projets fous, notamment, je me rappelle quand j'avais interviewé Wes Anderson. Ah, formidable aussi, Wes Anderson. Ah, mais oui. Tellement gentil. Il y a des noms de ouf qui sortent. Wes Anderson, ça devait être incroyable. Enfin, C'était trop bien. En plus, je l'ai interviewé dans ses bureaux parce qu'il a ses bureaux à Paris. Ah Et ouais. il a un mur entier dans ses bureaux. C'est les petites boîtes roses qu'il y a dans le Grand Budapest. Hotel. C'est ça, Ah, super. il a un mur entier comme ça. Et vraiment, on était dans son bureau et il me dit: tu veux du thé? J'étais genre: oui, oui, c'est trop gentil. Et du coup, tu vois, il y a des attachés de presse qui te permettent des choses folles, comme notamment rencontrer Wes Anderson, puis partir après en Angleterre, visiter les studios de tournage. Donc il y a des trucs fous. Et en fait, le problème, c'est qu'actuellement, on est dans une phase de transition où il y a encore il y a les nouveaux attachés de presse qui comprennent l'importance du web et qui comprennent l'importance du média digital, et qu'une interview qui va faire 100 000 vues, c'est plus important pour la promotion du film qu'une interview dans une revue. Et bien que j'achète énormément de revues de cinéma, ça se casse la gueule, et aujourd'hui une revue de cinéma en moyenne c'est entre 10 et 15 000 ventes, donc ça n'a pas le même aura d'avoir ça dans une revue ciné, et pourtant les revues ciné auront toujours accès aux interviews. Donc on est actuellement en fait dans une phase de transition où il faut que les attachés de presse un peu plus tradis arrivent à concilier le nouvel univers et l'ancien univers, pour dire, enfin même pas ancien univers qui est toujours un univers actuel, j'aime pas considérer la presse comme un univers mort, parce que c'est un univers qui est super important, mais des fois on nous bloque. On nous bloque vraiment, et moi je sais que y a des talents que je voulais interviewer même très récemment et où on m'a bloqué en disant bah non, parce que tu comprends, sur le web vous êtes plutôt une cible jeune, le film c'est pas la cible. Et t'as envie de leur dire les gars, vous avez pas compris en fait le principe, c'est-à-dire que justement nous on peut ouvrir ce cinéma que vous trouvez qui est pas notre cible à d'autres gens et tout, parce que c'est un cinéma qui nous passionne, etc. Donc voilà, c'est encore des disputes, mais petit à petit ça avance, on essaye, on se bat, on essaye de créer des projets, quoi. Il faut le faire. Tu ressens ça, Lou, aussi, le fait que il y ait des a priori sur YouTube? Oui, alors dans mon métier, surtout dans le métier de comédien, quand tu parles de ça à des gens qui sont comédiens depuis longtemps, qui ont fait beaucoup de théâtre et tout ça, ils comprennent pas trop, ou alors ils trouvent que c'est amusant, mais on sait pas si c'est un peu condescendant ou si c'est de la curiosité aussi. Vous êtes mignon avec votre petit truc. Ouais, voilà, mais en fait Ta ils petite comprennent vidéo, pas. là. Ouais, c'est ça, ils comprennent pas trop tout de suite le lien, et même des gens qui sont pas forcément des acteurs, hein. Moi j'ai rencontré des gens dans le travail qui m'ont dit que de toute façon c'était un bon tremplin pour certaines personnes, mais que ce n'était certainement pas une carrière. Et moi j'aurais répondu en fait il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça, hein, avec ce petit Il y a des gens qui sont devenus millionnaires en France. voilà, c'est donc ça. bon, Michael. c'est un peu compliqué encore. Justement, Victor, j'avais une question pour toi. Tu parlais tout à l'heure d'être bloqué par rapport à ton étiquette de youtubeur. Et justement, jusqu'ici, tu as fait des séries, mais sur YouTube. Tu as fait une fiction du coup audio. Le cinéma. Alors, on y vient. C'est pour quand le long? Exactement. Est-ce que tu as été bloqué? Est-ce que tu as reçu des refus de producteurs, etc. Non. Au contraire, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et à ce niveau-là, c'est sûrement ce qui marche le mieux actuellement pour moi, mais c'est le genre de truc dont je parle pas trop, parce que c'est toujours compliqué. En fait, je déteste teaser des projets à l'avance et tout. Moi, tout ce que j'ai dit aux gens, qui est la vérité, c'est que je travaille sur 2 longs métrages. En tant que scénariste et réalisateur. Le premier est un boulot sur lequel je suis déjà depuis 2 ans et qui est en phase de se conclure, et qui normalement devrait avoir la VDF en janvier pour rentrer en financement par la suite, donc pour un tournage 6 à 10 mois après. Donc c'est dans moins d'1 an. Normalement je tourne mon premier long métrage, c'est incroyable. Ah oui. Et sinon il y en a On un te recevra pour la promotion. Yes, ça c'est bon. mais c'est vraiment le genre de truc que je teaserai pas trop, parce que c'est pas c'est toujours compliqué de teaser des trucs quand... C'est ça, c'est jamais sûr. C'est des On est processus jamais de... sûr. En fait, c'est des trucs auxquels je croirais pas tant que le truc sera pas en salle, tu vois. Exactement, Ce que tu exactement. faisais pour l'employé. En fait. Ouais. C'est ça. Et par exemple, l'employé, je n'en ai jamais parlé. C'est-à-dire que l'employé, on a fait tout le projet pendant 1 an en sous-marin, où tout le temps, je continuais de sortir des grosses vidéos d'1h30 sur la chaîne, et en parallèle la nuit à me saigner à écrire les épisodes de l'employé. Ouais. Et pour le coup, j'en ai jamais parlé jusqu'au moment où la série est sortie. J'en ai toujours pas parlé. C'est-à-dire, j'ai laissé vraiment la série avoir son propre aura toute seule. Et 1 mois après la sortie de la série, j'ai fait: au fait, la série, vous voyez, vous avez vu des pubs partout dans le métro. C'est Bibi. Non, mais c'était rigolo de fonctionner comme ça. Surtout Mais que tu l'as pas signé In the Panda. C'est non, créé par Victor. mais surtout, moi, je veux plus rien signer In the Panda. Ah, d'accord. Non, parce que c'est un pseudo très enfantin ou quoi que ce soit. C'est un nom de chaîne en fait. C'est le nom d'une chaîne YouTube. Oui, voilà. Mais mine de rien, par exemple, tu vois, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne In the Panda il y a quelques jours. Elle se termine par écrit et réalisé par Victor Bonnefoy.
Parce que justement j'essaye de rétablir un peu ce truc-là, du fait qu'il y a une vraie différence entre un contenu YouTube et un contenu plus pro. Et du coup, dans le contenu plus pro dont on parlait, j'ai ce premier long métrage qui, si tout va bien, se tournera dans un an. Et sinon, j'ai plein de trucs en cours. Là, j'ai un deuxième long métrage sur lequel j'ai commencé à bosser pendant le confinement, qui a déjà été signé, dans lequel on est en train d'avancer. Il y a une série télé qui est dans ses premiers balbutiements, donc faut pas trop en parler. Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais je te comprends vraiment sur ça. Là, pour la première fois, je suis sur la pré-production de la première fiction sur ma chaîne YouTube. J'en ai parlé à personne pour l'instant, c'est vous qui avez l'exclu. Mais comme on est en recherche de financement, il y a rien qui est certain. C'est-à-dire que si on nous appelle, parce qu'on a les réponses tout bientôt là, si on nous appelle et qu'on nous dit on n'a pas l'argent, ça dégage, c'est terminé. En même temps, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est Alfie qui l'a écrite et qui va la réaliser pour moi. Il m'a écrit un rôle, un truc juste merveilleux. Il y a une chaîne YouTube sur le cinéma qui est merveilleuse. J'ai vu la vidéo sur Xavier Dolan, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et on s'est rencontrés par RL3 aussi. Et ce rôle qu'il a écrit, on m'a jamais écrit un truc comme ça. J'ai jamais eu à jouer un truc comme ça. C'est une merveille. Donc j'ai vraiment envie que ça voit le jour. Et je suis avec des producteurs merveilleux. Jaïus, une production géniale. C'est avec CNC Talent que vous allez le tenter si c'est pour YouTube. Ouais. Bon, on croise les doigts. On croise les doigts. On a eu déjà un premier financement pour des pilotes, donc ça les intéresse. Trop bien. Cool. Mais voilà, cool. On va voir. Si c'est en pas cours. eux. Mais c'est toujours très compliqué en fait. En fait, c'est assez terrifiant de s'exprimer sur ces projets. Moi, j'ai vu trop de projets être menés à des étapes de financement, de tournage, et au final terminer sur des étagères pendant 1 an, 2 ans et pas sortir, tu vois. Donc surtiser à l'avance c'est compliqué. Tout ce qu'on peut dire c'est on travaille sur des trucs. C'est ça. On fait des trucs. On va en parler. On fait des trucs et on en parlera quand ce sera là. Voilà. Elsa, Mais on parlait d'étiquette YouTube. Moi, je trouve que la force des personnes qui ont commencé sur YouTube, c'est leur polyvalence. C'est-à-dire que vous deux, vous avez touché à plein de choses. Est-ce que moi, je trouve que ça permet actuellement justement de déstigmatiser ces personnes YouTube qui seraient pas professionnelles ou quoi que ce soit, et justement montrer qu'ils savent faire plein de choses et de manière professionnelle maintenant. Est-ce que vous trouvez que ces étiquettes, elles tombent finalement ? Je trouve qu'on est en train d'essayer de les faire tomber. Est-ce ça. qu'elles sont vraiment en train de tomber ? Je pense pas encore, et pas partout, pas dans tous les milieux, pas avec tous les professionnels, etc. Mais c'est en train de tomber. En tout cas, on travaille à ça, et c'est ça qui est chouette quand on voit que des youtubeurs font de la BD. Enfin, je sais que par exemple, il y a CNC Talent que tu as tenté, qu'une aide du CNC qui maintenant s'ouvre donc à Internet. Pour le web, donc c'est super. Donc c'est bien de travailler dans ce sens-là, et il faut continuer. Pousser, quoi. Il y a du progrès encore. Il y a encore du progrès à faire, mais d'un autre côté c'est un truc dont on se plaint. En fait, on a commencé à vraiment se poser ces questions-là. Moi, j'étais vraiment sur YouTube à partir de 2012. Et ces questionnements-là, ils ont émergé à partir de 2015, quelque chose comme ça. Il y a eu un truc à partir de 2015, au moment où la télé s'est intéressée à nous, à YouTube, et a commencé à faire les Web Comedy Awards, a commencé à faire ce truc à la télé qui était des saloperies infâmes. Non, les Web Comedy Awards, c'est l'enfer sur Terre. Vraiment, il nous faut un maître de cérémonie cool qui correspond au public YouTube. Patrick Timsit. Non, c'était vraiment horrible. Et du coup, c'est le moment en fait où on a commencé à questionner ce truc de en fait il faut qu'on acquiert notre propre légitimité, et c'est pas auprès d'eux qu'il faut aller la chercher. C'est-à-dire c'est pas la télé qui va nous donner notre propre légitimité, c'est nous qui allons nous faire notre propre légitimité par notre public, par nos audiences, par tous ces trucs là, par notre travail. Et mine de rien, il y a encore des barrières à tomber, parce que là, quand j'ai commencé à bosser sur le deuxième long métrage sur lequel je suis, le producteur que j'ai rencontré m'a dit en fait on a écouté l'employé, on a trouvé ça assez surprenant. Et j'ai dit genre comment ça surprenant? Ils ont dit on s'attendait pas à ce qu'un youtubeur puisse écrire un truc comme ça. Tu dis pas abonne-toi à la fin. Et là c'est le moment où tu dis heureusement que t'es sympa, parce que sinon je m'en vais. Non mais voilà, comme quoi il y a encore même en 2020 des barrières à faire tomber en disant non en fait il y a des gens sur YouTube qui font du travail de ouf en fait. Ouais mais même en tant qu'acteur, c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure, mais on n'est pas des vrais acteurs quand on est sur le web, et quand on n'est pas sur le web on n'est pas des vrais youtubeurs. J'ai l'impression que le cinéma c'est un peu plus stigmatisant de ce côté-là, mais c'est peut-être une impression personnelle par rapport à YouTube. Mais c'est surtout que le cinéma c'est un milieu qui est une galère infâme pour rentrer. C'est-à-dire que moi, vraiment, tous les projets que j'ai signés pour l'instant, c'est des coups de chatte. C'est vraiment genre ah bon, ça se fait? Ok. Vraiment, j'ai eu de la chance, tu vois. Et c'est trop compliqué comme milieu, c'est trop compliqué. C'est un milieu en plus qui en ce moment va pas très bien, justement. Exactement. Je vois pas de quoi tu parles. Il n'y a pas de corona. Vous avez beaucoup de films à doubler en ce moment? Vous savez qu'on double avec des trucs de plexi entre nous. On doit remettre. Alors quand il y en a pas, alors très fun, on peut être à deux, mais on ne va pas doubler en même temps. On va plus faire les scènes ensemble, même si on est à deux comédiens. Et on doit enlever le masque pour parler. On le remet quand on a fini. Ça doit être un enfer. C'est l'enfer. C'est relou. Et justement, vous en pensez quoi de cette situation en ce moment? Vous êtes inquiets tous les deux pour les salles de cinéma? Je dis parce qu'effectivement Netflix, tout ça, ça marche très bien, mais les salles de cinéma, est-ce qu'elles vont s'en remettre?
S'en remettre quand on aura débloqué plus d'argent pour les salles de cinéma, oui, j'aimerais bien. En tout cas, il y a plein de gens qui s'inquiètent d'une refermeture des salles de cinéma. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que justement, s'il y a bien une démarche qu'entreprend la France, je pense. Alors, c'est là que dans 2 semaines qu'on sort le truc. Patatras. Pouf. Désolé, Nostradamus du pauvre. Mais non, je ne pense pas que ça va arriver parce que justement on met trop en avant le fait que la culture en France c'est quand même un des trucs les plus importants qu'on a en plus en France. Un truc bien particulier, c'est qu'on a le parc de salles de cinéma le plus grand par habitant en Europe. Ouais. Et en plus de ça, on a, ne serait-ce qu'à Paris, la salle UGC Léal qui a été plusieurs années de suite le cinéma qui a rapporté le plus d'argent au monde. Qui a fait le plus d'entrées aussi, je crois. C'est fou. C'est peut-être oui. entrée, ouais. Alors j'ai vu c'est celui entrée qui est sous terre. Non, le UGC Léal. Ouais, voilà. Le UGC Léal, en tout cas, qui faisait le plus d'entrées au monde. Je sais plus si c'est entrée ou qui a rapporté le plus d'argent. Mais en tout cas, voilà, on a des choses importantes comme ça, ne serait-ce que dans la culture cinématographique française, qui font que c'est un truc qu'on peut pas tuer. C'est un truc qu'on peut pas tuer. Le problème, c'est que actuellement, vu qu'il y a moins de sorties, il y a des petites salles qui galèrent et on se rend compte que sur un mois de septembre ou l'année dernière, on avait fait quelque chose comme 12 millions d'entrées, on a fait 5 millions là. Du coup, il faut commencer à relancer la machine et c'est des grosses sorties qui vont les permettre ou alors le talent de certaines personnes dans le milieu de l'influence ciné-web ou même presse ou quoi que ce soit qui vont réussir à dire aux gens allez voir ces films-là, allez voir ces films-là. Ouais, c'est là qu'on a un rôle à jouer, je pense. Enfin, il y a des films qui sortent encore et des films qui sont très intéressants. Et des films formidables. Il y a Relique par exemple, un film qui est très intéressant, un film d'horreur qui est sorti en salle, qui sort en salle en ce moment, que vous pouvez aller voir. Et il y a plein de films dont on parle un peu moins parce que c'est pas le nouvel Avengers, mais pourtant c'est des films qui méritent d'être vus. Non, et puis surtout, alors vu que ça sort un peu tard, je peux le dire. Actuellement dans vos salles, vous avez Drunk, le nouveau film de Thomas Winterberg qui a réalisé La Chasse, qui a réalisé Festen. Vous avez le film Calamity qui a gagné le premier prix au festival d'Annecy, qui est une pure merveille visuelle absolument dingue. Et si cette émission sort un peu tard, dans quelques jours ou juste avant, vous avez Petit Vampire de Johan Sfar qui arrive en salle. Vous avez Adieu les cons d'Albert Dupontel. C'est super. Voilà, vous avez Peninsula, la suite de Dernier Train pour Busan. Vous avez plein de choses en salle. Allez-y, donnez une chance. Et puis c'est l'occasion pour certains films de se faire découvrir finalement, vu que l'offre, peut-être il y a moins ces blockbusters, ça peut attirer un public. Et... Antoinette dans les Cévennes, il n'aurait peut-être pas eu autant de succès avec un c'est tellement autre bien film à côté. C'est tellement bien. Il est super Antoinette dans les Cévennes, on avait adoré. Et il va dépasser les 500 000 entrées. C'est énorme, c'est top. C'est énorme. Diaphana, ils sont super heureux. Mais mine de rien, il y avait eu ça aussi quand les cinémas avaient repris. Il y avait un film qui avait été pas mal boosté par ça, c'était La Bonne Épouse. Et justement, je crois qu'il était sorti chez Memento. Et Memento était très 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 heureux parce qu'ils avaient mis vraiment beaucoup d'argent sur le film. Et c'est super cool, La Bonne Épouse. C'est très bien aussi. C'est une super comédie, avec totalement. Juliette Binoche qui est très très drôle. Lou, toi, t'as peur pour ton avenir dans ce milieu-là? Tout va bien. Alors, très honnêtement, ça a pas changé grand-chose pour moi dans la quantité de travail. C'est-à-dire qu'on m'a pas annulé du travail, on m'a pas... Bon, maintenant, il y a un gros risque, et ça a failli arriver à une collègue comédienne, c'est que je suis choisie, gros tournage, un mois de tournage, hop, si je chope le Covid, en fait, je suis remplacée. Mais tu es remplacée, en fait. Donc... donc c'est ça qui fait peur. C'est plus ça qui fait peur que j'ai pas moins de projets en ce moment. Donc ça va. On peut toujours passer des castings chez soi. On peut le doublage, on s'adapte. C'est un peu plus. En fait, juste après. Le confinement, quand on s'est déconfiné, ça a été assez dur parce qu'on était beaucoup en track. Quand on est en track en doublage, c'est quand on est tout seul. Et franchement, va t'envoyer 100 lignes. Une ligne, c'est 5 mots. Faites le calcul. Va t'envoyer 100 lignes tout seul. Ouais. Franchement, t'es tout seul, t'es là. Je suis tout seul. Voilà. C'est très ennuyeux. Et quand on a pu rejouer ensemble, on s'est tous dit ça. On s'est dit, mais quel bonheur de jouer avec des gens. En fait, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour avoir des interactions. Pas pour être tout seul. Donc voilà, mais ce qui fait, par contre, pour les copains qui font du théâtre, c'est pas la même histoire. Soutien à eux. Gros soutien à eux. Moi j'ai des copains, ça y est, ils reprennent, ils peuvent remonter sur les planches et tout, mais c'est compliqué. Je suis allée au théâtre avec le masque et tout, c'est chiant. Hein. Franchement, je suis allée voir une copine qui jouait au théâtre de la ville. Ouais, j'ai des copains qui jouent au théâtre de la ville. Après, c'est comme aller au cinéma avec le masque. Mais non, mais c'est pas chiant. Hein. Ah, moi j'ai trouvé ça chiant. Ah, putain, alors c'est peut-être parce que je vais 3 fois par semaine au ciné, mais au ciné, c'est pas pareil qu'au théâtre. Moi je trouvais qu'au théâtre, mais je sais pas pourquoi, parce qu'au théâtre, moi j'ai envie d'être avec les acteurs qui sont des gens vivants devant moi, et que de fait d'avoir un masque, j'ai l'impression d'être moins avec eux. Ça crée une distance. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà, alors qu'au ciné, t'es dans une bulle, t'es avec l'image, avec le son et tout, c'est plus intime, il y a un truc plus intime, je trouve, où t'es plus sur toi. Mais au théâtre, faut un peu s'ouvrir, enfin je trouve, c'est comme ça que j'ai des bonnes expériences. Et puis même pour les comédiens, c'est compliqué de ne pas avoir les réactions des gens, de pas avoir, comment dire, un sourire, un regard, quelque chose comme ça, quelque chose qui te parle en fait, qui vient te parler.
Ouais, bien sûr. Au cinéma, il n'y aura pas un film, Mulan, de Disney, qui est passé directement sur Disney+. Et Victor, c'est à toi. Vous en pensez, Victor? Qu'en penses-tu? J'ai fait une grosse vidéo sur le sujet que je vous laisse aller voir. On s'en branle. Qui a envie de voir Mulan de toute façon? Moi, j'avais envie de voir Mulan au cinéma. Les exploitants aussi. Vous voulez voir Mulan dans leur salle? Non, les exploitants ont eu le seum et on les comprend parfaitement parce qu'ils ont fait la pub à un film pendant des mois en mettant des PLV dans leur cinéma d'un film qui ne sortirait pas au final. Donc quand on voit l'exploitant mettre des coups de batte de baseball dans son PLV, tu dis t'as bien raison, poteau. Non, ils ont pas joué le jeu. Ils ont pas joué le jeu et d'un autre côté, la France n'est pas un marché porteur pour Disney qui s'en fichait un peu et n'allait pas le sortir en salle juste chez nous parce qu'il aurait été un dommage collatéral. Ils préfèrent ne pas le sortir en France et faire un gros succès, ce qu'ils sont en train de faire à travers Disney+, parce qu'ils se font beaucoup d'argent sans passer par le prisme des salles de cinéma, plutôt que de le sortir en salle, ou alors de le sortir qu'en salle en France, parce que nous, on est des résistants, mais que du coup, ça fasse une petite tâche sur le CV, parce que partout, il aurait super bien marché sur Disney+, mais en France, ça aurait été un gâchis. C'est en Chine où il sort vraiment en salle, Mulan, je crois. Mais il est sorti en salle, il se plante, et il s'est planté. Il s'est planté, c'est un désastre monumental. Par rapport à Tenet Non, pas par rapport à Tenet, en fait, c'est juste que le problème de Disney, c'est qu'ils oublient un peu trop que oui, la Chine est un marché porteur, mais la Chine, elle fait aussi ses propres films. Et notamment, en même temps que Mulan, est sorti un blockbuster chinois qui s'appelle The 800, et qui est un film de guerre chinois un peu propagandiste, qui raconte comment les Chinois se sont débarrassés des Japonais qui essayaient de les envahir. Et film à gros budget, avec un gros casting d'acteurs locaux, etc., qui fait un score monumental en Chine, qui est en train de rouler sur tout, alors que Mulan, il a fait, je crois, un 5e de ce qu'a fait The 800. Et Mulan a mieux marché ou moins bien marché que Tenet? En Chine, oui. En Chine, je crois que Tenet le dépasse, mais je veux pas dire de bêtises. Oui, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que Mulan se plante en Chine et que après tous les refus de Disney de vouloir sortir le film en salle et de le sortir que là-bas, au moins ça leur fait un peu les miches, voilà. Ça, on voit aussi la différence du coup avec la stratégie qui a été celle de Warner et donc de Christopher Nolan de sortir en salle. Ils s'en mordent un peu les doigts aussi, parce qu'au final, ils ont toujours pas remboursé le film. Ils sont à 300 millions. Là, aujourd'hui, on enregistre, ils sont à 300 millions de dollars. Je crois qu'il leur manque 90 millions pour rembourser. Il y a 200 millions de marketing parce que le film a coûté 200 millions. D'accord. Ils vont y arriver, mais ils vont avoir du mal à faire du bénéfice sur. Ah non, ça va être très compliqué de faire du bénéfice. Mais d'un autre côté, ils s'en doutaient. Oui, c'est ça, mais au moins Christopher Nolan a soutenu les salles de cinéma qui en avaient besoin. Michael, tu. Non, je sais pas, je croyais que tu voulais dire un truc. Tu lui as relancé la patate et maintenant démerde-toi avec ça. James Bond, j'ai cru voir un mouvement. C'est à toi. Non, je voulais poser une toute autre question. Vas-y, si c'est possible. Écoute. C'est par rapport à YouTube, parce que finalement, on n'a pas trop parlé de YouTube là. Et je voulais savoir, Victor, c'était par rapport aux polémiques, tu peux aussi répondre, Lou. C'est polémique avec Rage de Gorilla et Clapman sur la critique ciné. Oula. Et je voulais savoir un peu, alors je parle pas d'eux spécialement, mais qu'en penses-tu un peu de la critique aujourd'hui? Comment va la critique et la santé de la critique aujourd'hui? Tout ce que je vais dire là va sortir de son contexte plus tard. Je le sais, mais je vais le dire. Alors, on fait pas d'extrait vidéo chelou. Il y a pas de souci. Toi qui penses à isoler cet extrait pour le foutre ailleurs que dans cette vidéo, ne le fais pas s'il te plaît. Non, moi je n'ai jamais caché le fait. Oh, et puis merde. Vas-y, clash. Non, je vais être très honnête et on me dit toujours de ne pas faire d'attaque ad nominem gratuite. On m'a posé la question. Du coup, voilà. Non, je suis assez consterné par certaines personnes qui se réclament critiques sur YouTube actuellement, parce que je pense que là où aujourd'hui... Balance tes noms. Non, mais par contre, je peux te dire qu'il y a vraiment deux catégories de gens aujourd'hui que je vois. Je vois des gens qui veulent être critiques de cinéma et je vois des gens qui veulent être youtubeurs. Et pour moi, c'est pas la même chose. Parce que le critique de cinéma, justement, a une passion du cinéma, une passion de transmettre sa passion, de transmettre une certaine culture, de transmettre un certain mode de pensée sur le cinéma, tu sais, une envie de t'ouvrir à un cinéma, de te faire découvrir des choses. Là où le youtubeur veut faire du pognon. Et c'est con à dire, mais aujourd'hui, on voit vraiment dans la nouvelle critique ciné, et c'est un truc dont on a beaucoup parlé, notamment à une époque avec Terrell, parce qu'on se disait « Ah, c'est nos enfants, et ils sont pas voulus. » Parce que vraiment... on se dit merde, en fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est faire du blé. C'est faire du blé. Et il y en a un, justement, hier, donc sur Twitter, dont je ne citerai pas le nom, mais qui a clairement dit qu'il allait rendre sa carte UGC parce que Batman était repoussé et que de toute manière, il n'y avait rien d'intéressant en salle actuellement. Et puis après, dans d'autres tweets, il a expliqué que lui, il avait besoin de faire une maximisation des revenus et il se proclame comme critique cinéma, tu vois. Mais il a dit que lui, il fallait quand même qu'il parle de films qui lui rapportent de la thune et qu'il pense maximisation des revenus, etc.
Et pour moi, en fait, c'est complètement en désaccord avec le principe même de la critique ciné. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai rien contre cette personne-là avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter. C'est juste que pour moi, ce ne sont pas des critiques de cinéma. Et à partir du moment où ils se revendiquent critiques de cinéma, ils sont dans un mensonge. Parce que le critique de cinéma est là pour te parler de cinéma. À partir du moment où ils réfléchissent seulement par le prisme du pognon, excuse-moi, mais je trouve pas que c'est de l'art. Lui dit justement, je sais de qui tu parles, mais il dit. Je vais pas citer non plus. Moi, je sais pas, Mais, je regarde pas moi Twitter, non donc. Mais justement, il dit que c'est son métier et qu'il vit que de ça et que c'est un peu un job étudiant et que bah effectivement lui il pense justement par ce prisme-là parce que. Mais parce que je pense encore une fois que on n'a pas tous les mêmes envies. C'est-à-dire Ouais. que nous, quand on a commencé sur YouTube, pour certains, je pense à Durendal, je pense à Torel, je pense à moi, on gagnait 0 €. On gagnait 0 thune, c'était pas dans notre réflexion. C'est-à-dire que nous, c'était on va parler de cinéma parce que ça nous fait kiffer de parler de cinéma. Ouais. Et en 2012, je parlais d'Holly Motors. Holly Motors, on n'est pas sur un film qui normalement va faire des milliers de vues. Mais j'en parlais parce que ça me faisait plaisir, tu vois. Et forcément, on a parlé de tout aussi. On a parlé des grosses sorties blockbusters, on a parlé de tous ces trucs-là, mais on a essayé de parler un peu de tout. Et en même temps, aujourd'hui, on se retrouve dans cette réflexion-là qui est que des gens se lancent sur YouTube, ou en tout cas commencent à développer leur chaîne YouTube, parce que c'est des gens qui étaient là avant, puis qui se sont dit « Oh, ça peut être une sacrée manne, on va pouvoir se faire du blé ». Ils commencent à développer toute leur chaîne YouTube en se disant « Bah tiens, comment est-ce que je peux faire un max de blé ?» Comment je peux être justement dans ce tweet que j'ai vu hier qui m'a déprimé de maximisation des revenus. Ouais. Et je pense vraiment... Et ce sera ma dernière phrase sur ce sujet-là, j'ai 1 milliard de fois plus de respect pour le gars qui a un petit blog sur lequel il parle des films qui lui plaisent et qui lui parle de cinéma qui l'intéresse et qui parle peut-être à 4-5 personnes, mais à 4-5 personnes qui sont passionnées de cinéma et qui ont envie de connaître de nouveaux films, plutôt que pour ces youtubeurs qui osent utiliser le mot critique qui a quand même tout un passé important dans l'art cinématographique et qui sont en train de dévaloriser. Et bah très bien. C'est une belle phrase. Yes. Voilà, Triggered. et je vais avoir des problèmes. Non mais justement, tiens une... Ah, tu... Moi, Celle-là. j'avais une question du coup, peut-être pour changer de sujet là-dessus, mais je pensais à l'employé. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Ah d'accord, on est reparti sur... Mais parce que je suis pensée à ça et je me suis dit peut-être pour calmer un peu les ardeurs. Tu veux que je Que moi, parle Réponds-lui. Alors, tu veux que je- peut-être. Non, mais moi je peux le dire. Ah, Dis-le. parce que ça laisse suggérer à la fin. On a envie d'une saison 2. Ah ouais. On s'est regardé. On a vu, Oui, je peux te dire qu'on en a envie, oui. Non, mais j'en parlerai pas si elle existait. Allez, là déjà c'est dur. La saison 2 est écrite. Voilà. Lou l'a lu en entier. Oui, pendant le confinement. Voilà. J'ai beaucoup rêvé. Donc voilà, donc la saison 2 est écrite. Je la trouve vachement mieux que la saison 1. Il y a plein de choses dedans vraiment folles. Et une chose est sûre, je ne pense pas qu'elle existera un jour. Ah, Ah merde. on est dans un... Dur. Tu nous as tellement bien teasé là. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. C'est Non, horrible. non, mais je peux le dire. En gros, la personne qui a produit la saison 1 de l'employé, pitié, Eric tombe jamais là-dessus. La personne qui a produit en interne chez Spotify la saison 1 de l'employé ne fait plus partie de Spotify, a rejoint une autre branche, donc a été remplacée par quelqu'un, et ce quelqu'un a voulu faire table rase d'un certain passé, de certains trucs ou quoi. Et puis ils se sont rendus compte, mine de rien, chez Spotify, que c'était beaucoup plus simple de produire du contenu à la chaîne, type ce qu'ils font avec Brut ou quoi que ce soit, que je dévalorise pas, hein, je dis pas que c'est du mauvais contenu, je dis juste que c'est du contenu que tu peux avoir régulier, qui sort toutes les semaines, donc sur lequel tu peux mettre des annonceurs toutes les semaines ou quoi que ce soit, alors que faire une série de fiction, c'est un bloc pour lequel tu payes un montant, et puis après le truc est sorti, et soit il continue à vivre, soit merde. Et en fait ils se sont rendus compte avec le temps, oh merde, on gagne pas d'argent sur les séries de fiction, parce que on met beaucoup de blé dedans, et sur l'employé ils ont mis beaucoup de blé, mais ils ont mis, je donnerai pas les tarifs, mais ils ont mis moins de blé sur l'employé que sur le nuage qui est arrivé derrière, la deuxième série qu'ils ont fait, qui a coûté beaucoup plus cher, et dont je ne parlerai pas. Et bref. Et du coup, ils se sont rendus compte que merde, les séries de fiction c'était très compliqué. Et donc du coup, nous on est arrivé on a écrit l'employé saison 2 avec la certitude de l'ancienne personne qui travaillait là, qui nous avait dit vous avez le feu vert. Allez-y, écrivez, c'est parti. Puis quand on est revenu 4-5 mois après avec voilà tout le scénario, ils ont dit monsieur, en fait, il est plus là, il est parti. Ah. Et du coup, faut parler à qui? À machin? Machin, il aime bien l'employé? Comment ça, pas trop? Ah. D'accord. D'accord. Et donc, du coup, on nous a plus ou moins dit que l'employé saison 2 n'existerait pas. Il n'y avait pas eu d'accord Voilà. signé. Bon, Non.
Mais il y a des nouveaux projets. Mais il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres projets, il y a plein d'autres choses, et je ferai en sorte un jour que les gens puissent entendre parler de l'employé saison 2. En tout cas, je pense que si on se démerde bien, on n'a pas encore fini de parler de l'employé. Bah, yes. Bon, bah, Voilà, très c'est bien. une bonne Ça note. laisse- C'est super. C'est une bonne bien dit, phrase. C'est bien dit, ça va comme ça. Très très bien. Ça me va. Très bonne phrase pour conclure. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lou et Victor. Je rappelle d'ailleurs que l'employé est disponible sur Spotify la saison 1. Ils l'ont En pas tout enlevé cas. par contre. Il est toujours là pour l'instant. Ils Pour kiffent bien l'instant, quand même c'est encore là. l'avoir. On te retrouve donc aussi sur ta chaîne YouTube In The Panda. On n'a pas parlé de ton ciné-club Unknown Movies, mais Tous les mois au Club de l'Étoile à Paris. Voilà, exactement, avec des films qu'on ne connaît pas ou qu'on découvre, qui sont. J'ai vu que tu avais passé Blind Spotting, c'est génial, Blind Spotting. Oui, je l'ai passé l'année dernière parce que je trouvais qu'il avait pas fait assez d'entrées. Il est Et très, donc très du coup, bien. je me suis dit, bah on va le repasser. Allez. Bah, c'est très bien, félicitations. Bah, merci. Et ton podcast, pardon, le cinéma. Exactement. Et non, pardon. Lou, toi, on te retrouve sur ta chaîne YouTube qui Tout s'appelle à Lou fait. Howard, avec, Tout à fait. avec des nouveaux concepts d'ailleurs, avec de Avec belles des choses. nouveaux concepts. Bah, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Je vais bientôt reprendre. Il y a des anciennes choses qui reviennent. Oui. Les Ici la Voix reviennent Ici, là, c'est de retour. upgradées. On va Ah avoir ouais. des belles surprises là qui arrivent. D'accord. Puis ma musique aussi, des très belles surprises Il arrivent. y avait t'as sorti un épisode au mois de juin-juillet avec Lula Ouais. Coton, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et là, il y a des choses un peu folles qui arrivent. Donc j'ai hâte. Et puis j'espère cette fiction. Je sais pas quand elle arrivera. Ouais. Mais elle va arriver. On attend ça, en tout cas, nous on attend ça de Ouais. pied ferme. Et ben voilà, bah merci, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci donc à vous deux d'avoir été là. Merci à tous nos clappeurs du jour. Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes en version filmée. Voilà, bah rendez-vous lundi pour un nouvel épisode et d'ici là, allez au cinéma.